Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptost. Dans la vidéo précédente, nous allons observer le comportement des participants du marché du Bitcoin grâce à des données directement issues de sa blockchain. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de reprendre le constat que nous avons fait lors des 2 semaines précédentes vis-à-vis du fait que certaines cohortes de participants ont cédé à la pression de vente suite à la cassure du support des 18 000 $. Les cohortes en question sont celles des détenteurs à long terme et des hodlers en français, et celles des mineurs. Ce sont donc des entités qui ont tendance à avoir une forte résilience, une forte insensibilité au prix, mais qui, dans un contexte de cycle baissier étendu tel que nous le voyons actuellement, où ça fait quasiment un an qu'on se prend baisse sur baisse, que le prix a chuté de à peu près 75 voire 77% par rapport à la TH des 69 000 $, il y a une pression financière extrême sur ces individus, que ce soit au niveau des hodlers qui, eux, du coup, ont des pertes latentes énormes qu'ils ont du mal à garder d'une certaine manière, dont la pression de vente, du coup, est assez conséquente, ou que ce soit les mineurs qui, au niveau de la pression financière sur leurs revenus, n'arrivent plus à tenir leurs activités. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc plusieurs cohortes de détenteurs qui sont censés être relativement résilients, qui sont en train de montrer des signes de faiblesse, comme nous avons pu le voir. Et ce qui va nous intéresser lors de l'analyse de cette semaine, ça va être d'observer comment est-ce que la redistribution de capitaux de ces entités a eu lieu depuis que nous avons perdu le support des 18 000 $. Et une fois que nous aurons observé la redistribution baissière de ces capitaux, nous pourrons voir comment est-ce que nous pouvons identifier des potentielles zones de support et de résistance à court terme pour le prix du Bitcoin, ce qui nous permettra de nous projeter sur la fin d'année 2022, voire le début d'année 2023. Commençons tout de suite avec, du coup, la distribution de l'offre du BTC. Mais avant, j'allais oublier un petit tour sur le prix. Donc nous voyons bien que après avoir cassé les 18 000, 17 800 $ environ, nous avons imprimé un nouveau plus bas au niveau des 16 000, 15 000, 16 000 $, avec 3 tests, si je puis dire, et depuis, nous sommes en train de former peut-être ce qui est un retournement de tendance, parce que nous voyons qu'à peu près depuis le 22 novembre, nous avons une tendance haussière légère qui nous a amené du niveau des 16 000 $ jusqu'au niveau actuel des 17 200 $, qui est un palier à franchir pour ensuite aller chercher les 18 000 $. Le premier graphique que nous allons observer sous 3 formes différentes se nomme l'URPD pour distribution des prix réalisés des UTXO. Symbolise les prix d'acquisition supposés de toutes les UTXO circulant sur le réseau Bitcoin. C'est un peu l'équivalent on-chain de ce qu'on appelle le volume profile en finance traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer des amas de volume qui ont été échangés. Et là, pour le coup, pour chaque barre correspond un prix et un volume. Donc ce qu'on peut voir par exemple ici, c'est qu'en date du 31 octobre 2022, pour un prix d'environ 19 900, 20 000 $, il y avait environ 870 000 bitcoins, c'est-à-dire à peu près 4,61% de l'offre en circulation, qui avait un coût d'acquisition dans cette fourchette de prix. Ça peut être très intéressant pour justement identifier des niveaux potentiels de support ou de résistance à la hausse, dépendamment de la tendance du marché. Premier constat, c'est que avant la période de la débâcle avec FTX, nous voyons bien que le prix du Bitcoin était situé juste au-dessus de l'ancienne zone d'accumulation qui était située à peu près entre 17 800 et 20 500 $. Donc c'était une zone que nous avions travaillée depuis le mois de juillet. Je vais remonter un petit peu plus haut pour l'illustrer. Donc c'est une zone que nous avions ici travaillée depuis un bon moment. Pardon, pas ici, ici, que nous avions travaillé depuis un bon moment. Une zone aux alentours de laquelle une bonne partie des investisseurs avaient à nouveau investi, avaient doublé leur mise, avaient réaccumulé et donc avaient un coût de base qui était plus bas. Et ce qui se passe, c'est que c'était potentiellement une zone de support qui aurait pu être franchie à la baisse. Si jamais ça avait été le cas, on avait identifié qu'il y avait une très très faible résistance du fait que le volume profile, d'une certaine manière l'URPD, était ici très très faible dès qu'on dépassait les 18 500 ou les 17 800 $. Donc il y avait vraiment un appel d'air qui pouvait nous engouffrer directement et nous amener dans une grande chute, et c'est exactement ce qui s'est passé.
À peu près à ce moment-là, c'est-à-dire avant la débâcle de FTX, il y avait dans cette zone d'accumulation, qui était une zone d'intérêt majeur, une zone de demande où beaucoup d'investisseurs étaient prêts à doubler leur mise, il y avait environ 2,7, 2,8 millions de bitcoins qui étaient concentrés dans cette zone, ce qui représente quasiment 15% de l'offre en circulation. C'est quand même relativement conséquent. C'était la zone de concentration la plus élevée à ce moment-là dans l'histoire du Bitcoin, et ça pouvait être notamment une zone de support très très robuste, qui a d'ailleurs, elle a été robuste d'une certaine manière, parce qu'elle a quand même été testée à plusieurs reprises, au moins 5 ou 6 fois, avant que ce ne soit pas un élément technique, mais bien un élément de news, un élément d'information qui ait fait chuter le prix, et donc c'est un élément de méfiance d'une certaine manière qui n'est pas relié aux indicateurs techniques ou aux indicateurs on-chain, c'est vraiment ce qu'on appelle un outlier, c'est-à-dire une forme de signe noir d'une certaine manière, bien que l'ampleur de ce signe soit à relativiser. Une fois qu'on a observé du coup la distribution de l'offre des prix réalisés avant la période FTX, on arrive maintenant une semaine après, le 15 novembre, en période post-FTX. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le prix du BTC a bien franchi cette zone, qui se situe en dessous maintenant de la zone d'accumulation qui était encore une fois aux alentours de 17 800, 20 500 $. Et nous voyons qu'il y a eu une jolie baisse de ce volume parce que à ce moment-là, je vais le mesurer rapidement, mais nous avons aux alentours à peu près, ouais, on a à peu près 1 million, non un peu plus, oui. On a à peu près 1,8 million de BTC qui sont à ce moment-là, donc on a à peu près 1 million qui ont été distribués plus bas. Donc on voit bien qu'on a ici une baisse de la concentration de l'offre qui était dans l'ancienne zone de demande, ce qu'on appelle du coup une redistribution baissière de cette offre détenue à perte. Le principe est très simple, le prix tombe sous le support, les entités qui n'arrivent pas à supporter cette perte redistribuent et vendent leurs jetons plus bas. Notamment ici, on voit qu'il y a une concentration de l'offre au niveau des 16 400 $ qui est incroyable, qui est d'ailleurs la plus haute à ce moment-là, au niveau du 14-15 novembre. Et donc, simplement, c'est une redistribution baissière des capitaux des mains les moins résilientes vers les nouveaux entrants, qui sont soit des mains résilientes qui ont réussi à tenir le coup jusque-là, soit des nouveaux entrants qui, du coup, sont en train de se battre pour avoir le meilleur prix d'acquisition possible. Donc, nous voyons bien qu'à ce moment-là, le prix est tombé sous l'ancienne zone d'accumulation, que nous avons eu une forme de redistribution baissière, et que près d'1 million, c'est-à-dire à peu près 979 000 bitcoins, ont été déplacés vers le niveau des 16 400 $, ce qui représentait à ce moment-là 5,19% de l'offre. Le chiffre est légèrement différent aujourd'hui parce que ça a varié et parce que plus de bitcoins ont été émis, donc évidemment ça dilue le pourcentage d'offres en circulation relatif. Maintenant que nous avons établi ce constat, donc qu'il y avait un support, que nous l'avons invalidé, qu'une redistribution baissière a eu lieu et que du coup beaucoup de bitcoins ont migré vers des zones de prix plus bas, nous pouvons observer l'état des lieux actuel. Donc l'état des lieux actuel, il est lequel? Il est qu'une nouvelle zone d'accumulation, une nouvelle zone de réaccumulation même je dirais, s'est formée entre les 15 500 $ et les 17 200 $ environ. Il y a à peu près 1,6, entre 1,5 et 1,6 million de bitcoins qui sont concentrés au niveau des 16 400 $, ce qui donne à peu près 8% de l'offre. Et c'est littéralement le plus haut volume actuel, mais de très très loin. Donc il y a vraiment une très forte concentration des bitcoins au niveau des 16 400 $, alors que l'ancienne zone de demande qui a ici encore chuté peut se muer en zone d'offre, c'est-à-dire en résistance potentielle, c'est-à-dire que si le prix venait à retrouver cette zone de prix, il y a de bonnes chances que les bitcoins encore détenus à cet endroit soient vendus, parce que les détenteurs retournent à leur zone de neutralité au niveau de la rentabilité, et que vu qu'ils sont juste au point mort neutre, il se peut qu'ils préfèrent, comme ce que nous avons pu identifier dans des scénarios de dead cat bounce différents, notamment en avril et mai 2022, il se peut que ces investisseurs décident simplement de vendre proche de leur seuil de rentabilité, de dire je limite les pots cassés, je quitte le marché maintenant parce que j'anticipe une potentielle baisse, et donc je reviendrai plus tard. Donc il y a de fortes chances que cette zone soit une résistance potentielle au prix si jamais un biais haussier venait à être favorisé d'ici les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est bien de montrer que nous avons une nouvelle zone d'accumulation qui est du coup concentrée ici à peu près, ouais, entre les 15 500 et 15 700,
et les 17 100, 17 200 environ, avec une très forte concentration au niveau des 16 400, qui du coup pourrait nous fournir un support on-chain de grande qualité, parce que littéralement, le plancher de marché baissier que nous avions travaillé pendant les 6 derniers mois et qui a été invalidé, eh bien nous sommes en train d'en créer un autre. Nous sommes en train de créer un nouveau plancher de marché baissier, un second plancher de marché baissier, vu que le premier a été invalidé par cet outlier ici, avec la débâcle de FTX et toute la méfiance qui s'en est créée, la chute des liquidités que nous avions observé aussi. Eh bien, nous sommes en train de créer un second plancher de marché baissier qui, potentiellement, sera le plancher de marché final. Et c'est la suite de notre analyse qui va nous permettre de savoir, comme le titre éponyme de cette analyse on-chain, jusqu'où le prix peut-il chuter. Il y a différents indicateurs qui modélisent les supports potentiels lors des cycles baissiers. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur l'explication de chacun de ces indicateurs parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans d'autres contenus et c'est aussi quelque chose que je réserve à notre groupe Premium, Cryptost Premium et le Grippin, que je vais présenter en fin de vidéo. Et donc, je vais me contenter ici de vous indiquer quelles sont les zones potentielles de plancher, donc les zones potentielles de support du marché baissier. Alors, clairement, nous avons le prix réalisé qui, lui, est une forme d'indicateur de sous-évaluation ou de surévaluation du marché. Une fois que le prix spot du Bitcoin est en dessous du prix réalisé, c'est-à-dire du prix moyen d'achat d'un investisseur, du prix réalisé agrégé, qui est aux alentours des 20 000 $, cela signalise que nous sommes en sous-évaluation. L'investisseur moyen est en perte sur ses positions. C'est le cas actuellement, car le prix évolue entre le prix réalisé, qui est la borne haute actuellement de cette forme de range, et le prix équilibré, qui lui prend une autre heuristique qui s'intéresse à l'ancienneté des dépenses. Et ce que nous pouvons voir, c'est que lors de ce cycle, nous avons eu des rebonds nets du prix spot autour du prix équilibré dès que le prix réalisé avait été invalidé. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc nous avons ici un très beau rebond, très net au niveau des 14 000, 15 000, plutôt oui, 14 800, 15 000 $. Et ensuite, nous avons ici 3 très beaux rebonds nets au niveau des 15 000 $ environ sur le prix équilibré. C'est exemplaire et c'est ce qui a pu se passer lors des marchés baissiers précédents. Je vais dézoomer et je vais prendre un petit peu le temps de vous exposer ce qui s'est passé dans les marchés baissiers précédents, bien que nous l'ayons déjà développé dans d'autres articles. Nous voyons bien que la plupart du temps, je vais prendre voilà, ces deux marchés baissiers ici comme exemple, nous avons le prix spot qui évolue entre le prix réalisé et le prix équilibré une majorité du temps, ce qui va être l'espèce de range de plancher de marché baissier. Nous pouvons le voir ici, nous pouvons le voir aussi ici, et lors des mèches finales, pendant les capitulations les plus douloureuses, vraiment les mèches finales, la baisse dernière qui va ensuite amener à une hausse des marchés baissiers, des bear markets, eh bien nous avons le dernier rempart qui est le prix delta. Le prix delta qui se situe actuellement au niveau des 12 000 $. C'est littéralement le dernier rempart. Je vais retourner sur la zone actuelle. Nous sommes actuellement donc en train d'osciller entre le prix réalisé et le prix équilibré, ce qui est un comportement du coup classique des marchés baissiers, hein, donc c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément anticipé personnellement du fait que je suis encore très jeune dans l'analyse on-chain et que je suis encore en construction de compétences, mais c'est quelque chose que, maintenant que je l'ai remarqué, je vous partage et qui sera hyper pertinent à observer lors des prochains cycles. Je vous rappelle que l'analyse on-chain est une discipline jeune, en plein développement, et je requiers toute votre compréhension et votre indulgence vis-à-vis des données que je suis en train de vous exposer. Merci beaucoup de votre compréhension. Parenthèse terminée. Ce qui peut être intéressant ici à observer, c'est qu'on a une convergence entre le prix équilibré, le CVDD et la nouvelle zone d'accumulation que nous avons identifiée plus tôt. Et donc, ces trois indicateurs on-chain convergent vers une zone qui est située entre les 15 000 et les 16 000 $, ce qui nous donnerait un support on-chain entre les 15 000 et les 16 000 $ qui fait du sens, qui paraît assez robuste des tests qu'il a pu avoir pour le moment, et qui est potentiellement le second et le dernier plancher du marché baissier. Cela dit, comme nous l'avons vu au cours des cycles précédents, il n'est pas du tout improbable que nous ayons chercher le prix delta dans une dernière jambe baissière, ce qui nous amènerait potentiellement au plus bas
au niveau des 12 000 $. Cela n'est absolument pas assuré parce que le cycle que nous voyons actuellement est très différent des cycles précédents. Et donc, on ne peut pas se baser sur les résultats du passé pour prédire les résultats futurs, sachant juste que nous sommes dans un comportement classique de marché baissier où le prix oscille entre une borne haute au niveau du prix réalisé, une borne basse au niveau du prix équilibré, que le plancher du marché baissier est actuellement situé entre les 15 000 et les 16 000 $, ce qui est actuellement extrêmement raisonnable vu la baisse qu'on vient de se prendre, et que potentiellement, nous pouvons aller chercher jusqu'au niveau des 12 000 $. C'est un prix qui est aussi prédit par l'analyse technique et que beaucoup d'analystes qu'ils soient pessimistes ou juste réalistes, se plaisent à annoncer. Donc c'est quelque chose qui apporte de la confluence du coup avec l'analyse on-chain. Et nous verrons pendant les prochaines semaines et les prochains mois si nous allons chercher plus bas ou si ce plancher du marché baissier au niveau des 15 000, 16 000 $ arrive à tenir la route. Maintenant que nous venons d'observer la potentielle baisse et le potentiel baissier, nous allons finir cette analyse on-chain en observant le comportement opposé, en nous demandant si jamais le plancher est acquis. Si jamais nous sommes en train d'avoir une transition telle que nous avons observé avec différents indicateurs on-chain et que nous sommes en transition de bear market vers un nouveau marché haussier et que du coup une hausse est à venir, quelles sont les potentielles résistances auxquelles les prix vont devoir faire face pour s'affranchir des zones les plus difficiles et avoir une tendance haussière saine. Encore une fois, je ne présenterai pas les indicateurs parce que je les ai présentés maintes et maintes fois et parce que je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé de Cryptost ou à nous suivre sur Twitter pour aller chercher plus d'informations aussi. Donc, les prix que nous pouvons observer ici sont des prix réalisés, ce sont donc les prix des UTXO à leur dernier mouvement, donc des prix supposés d'acquisition selon diverses heuristiques, que ce soit à long terme ou agrégé ou à court terme. Et ce que nous pouvons voir, c'est que le prix spot est actuellement au niveau des 17 000 $. Et la première borne dont il va falloir s'affranchir, c'est le prix réalisé des STH, le prix réalisé à court terme, qui est aux alentours des 18 500, 18 200 $ environ, et qui est l'indicateur, à mes yeux, le plus critique, le plus déterminant, si je puis dire, à franchir, parce que nous voyons bien que cette courbe rose est très importante et donne le ton des tendances à court terme du Bitcoin. Donc, que ce soit ici, quand nous avions rebondi dessus, pour aller chercher un nouveau plus haut, ou que ce soit avec les doubles rejets qu'on a eu en mars-avril 2022, et puis plus récemment au niveau de novembre, c'est clairement un niveau de résistance on-chain qui est extrêmement réactif parce qu'il symbolise le prix réalisé, le coût de base des investisseurs à court terme, et que si ces investisseurs à court terme décident qu'au niveau de leur coût de base, ils vont vendre et quitter le marché, eh bien ça va favoriser une baisse. Et au contraire, si au niveau de leur coût de base, ils arrivent à un point de rentabilité neutre et ils se disent c'est parfait, je suis à nouveau en confiance, je vais doubler la mise, ce qu'on a pu voir ici, et ce que nous pouvons voir en général pendant les franchissements haussiers de cet indicateur, eh bien cela peut favoriser un biais haussier généralisé et cela peut être très sain pour la tendance haussière à venir du Bitcoin. Une fois que cet indicateur en rose, que ce prix réalisé à court terme sera franchi, il faudra aller chercher le prix réalisé moyen, qui lui représente, comme nous l'avons dit précédemment, le prix d'acquisition agrégé moyen d'un investisseur. Une fois du coup que nous aurons passé le prix réalisé moyen, cette courbe orange, nous pourrons nous dire que nous avons une rentabilité à court terme qui est de retour, ce qui est extrêmement positif, que nous avons une rentabilité moyenne du marché qui est de retour, donc que le marché dans son ensemble, en moyenne, est à nouveau en profit, ce qui favorise aussi beaucoup la sécurité financière et ce qui permet de diminuer énormément la pression de vente, parce qu'une fois qu'on n'est plus en perte, mais qu'on n'a pas tant de profit à réaliser, on va conserver nos gains et attendre que la tendance haussière se défile pour aller chercher le profit maximal en haut de la tendance, clairement. Ce serait pas hyper intéressant d'aller revendre, si vous avez acheté au niveau des 16 000 $, d'aller revendre au niveau des 18 000 si on a confirmé une tendance haussière, hein, clairement. Et une fois que ces deux indicateurs auront été franchis, le dernier rempart, c'est le prix réalisé à long terme au niveau des 22 700, 22 500 $, qui lui représente le prix d'acquisition des pièces qui sont âgées de plus de 6 mois, donc les pièces qui sont détenues à long terme. Et une fois qu'on aura franchi cet indicateur on-chain en bleu, eh bien, nous aurons un signal extrêmement constructif car nous aurons un retour à la rentabilité à court terme, un retour à la rentabilité sur l'investisseur moyen et un retour à la rentabilité sur le long terme. Et une fois que toutes ces cohortes d'investisseurs seront retournées à un état financier positif et sain, nous aurons un signal
de retour au marché baissier avec une hausse qui sera extrêmement sain. Je pense toutefois que même si nous les croisons et que nous les cassons à la hausse, il serait idéal de les retester en tant que support. Comme ce que nous avons vu ici. On casse le prix réalisé des STH à la hausse, on le teste en tant que support, et c'est parti pour une hausse. Le contexte était très particulier à ce moment-là. En réalité, nous étions déjà en bear market selon mes heuristiques. Le marché baissier s'est arrêté à peu près en janvier 2021. Selon mes données, cela est mon point de vue. Mais c'est exactement le comportement, du moins, que j'aimerais voir pour ces trois courbes. C'est-à-dire une cassure par le haut, un test en tant que support, un rebond, et puis du coup, après, aller chercher le palier suivant, jusqu'à ce qu'on s'affranchisse de ces trois courbes, et que du coup, il ne nous reste plus qu'à consulter l'URPD, encore une fois, pour aller voir, ok, mais quelles sont les zones de prix qui peuvent servir de résistance potentiellement, du coup, une fois que nous aurons cassé à peu près les 22 000 $. Et du coup, je ferai une analyse on-chain dédiée à ce sujet la prochaine fois, mais je peux directement vous faire un petit spoil en vous disant que au niveau des 38 000, 40 000 $, il se peut qu'on ait une jolie résistance, et qu'une fois qu'on a passé les 22 000, entre les 22 000 et les 28 000, il y a un joli appel d'air qui peut se créer à la hausse. Mais je vous dis pas tout, parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça fait déjà un bon point de vue, je pense, de l'ensemble du marché, des résistances, des supports et de la dynamique de l'offre en marché baissier que nous venons de développer ici. Donc nous allons faire un petit résumé de tout ça. Les prix réalisés du Bitcoin ont manifestement migré aux alentours de 18 000 $ vers les 16 000 $. Donc nous avons eu une nouvelle redistribution de l'offre dans un contexte de marché baissier qui a eu lieu suite à la cassure du support de 18 000 $. En observant l'URPD, on est capable de se rendre compte qu'il y a un fort volume du Bitcoin qui a été redistribué, qui a été revendu vers des zones de prix plus bas parce qu'il y a des individus qui n'ont pas été capables de supporter la baisse et la cassure des 18 000 $. Et donc, il y a des nouveaux entrants qui sont venus racheter ces pièces au niveau des 16 000 $. Redistribution baissière de l'offre, grand classique des marchés baissiers. Comportement que nous pouvons observer à travers tous les cycles et que nous verrons certainement encore moult et moult fois, bien que dans les prochaines années, nous aurons plus un contexte de redistribution haussière et ce sera très intéressant à observer aussi. Je ne vous dis pas tout, ce sera pour une prochaine vidéo encore une fois. Ensuite, on a une convergence entre le prix équilibré, le CVDD et la nouvelle zone de demande au niveau des 16 000 $ qui nous offre un support à court terme entre les 15 000 et les 16 000 $. Ça, c'est pour le support à court terme. Maintenant, on a aussi une convergence entre le prix réalisé des investisseurs à court terme, les STH, et l'ancienne zone d'accumulation qui nous donne une résistance à court terme aux alentours des 18 000, 20 000 $. Ce sont les deux bandes qui nous intéressent actuellement pour savoir quelles sont les zones de prix d'intérêt sur le marché du Bitcoin actuellement. Nous avons dit que le prix du Bitcoin, pour répondre à la question jusqu'où peut-il chuter, il pourrait chuter jusqu'au niveau des 12 000 $, jusqu'au prix delta, mais pour l'instant, il est en train d'osciller entre les 16 entre même les 20 000 et les 15 000, donc entre le prix réalisé et le prix équilibré, ce qui est un comportement classique. Et donc, nous pouvons attendre un marché baissier qui pourrait aller tendre en fin de mèche finale pendant la capitulation, dernière capitulation, si jamais on invalide le support des 15 000, 16 000 $, vers les 12 000 $. A l'inverse, si jamais le plancher de marché baissier que l'on est en train de construire actuellement est le plancher de marché baissier final, qu'on n'ira pas plus loin que le prix équilibré en termes de baisse, eh bien, il faudra s'affranchir de ce prix réalisé des investisseurs à court terme et de cette ancienne zone d'accumulation au niveau des 18 000, 20 000 $. Et une fois que le prix réalisé à court terme et que le prix réalisé donc au niveau des 18 000 et au niveau des 20 000 $ ont été cassés à la hausse, nous serons déjà sortis d'affaires et nous serons déjà dans un contexte de rentabilité au niveau des détenteurs de Bitcoin qui sera beaucoup plus sain et qui favorisera un biais haussier qui sera probablement plurimensuel, voire pluriannuel. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver l'analyse on-chain écrite sur le site de Cryptost. Je vous invite aussi à vous abonner, à activer la petite cloche et à retrouver nos analyses on-chain dans la rubrique dédiée sur la chaîne YouTube de Cryptost. Et si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez comprendre avec des éléments de compréhension bien plus poussés les indicateurs on-chain que je viens de vous présenter, si vous voulez avoir un accompagnement au niveau de vos recherches en finance décentralisée, en analyse technique ou en analyse on-chain, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé de Cryptost, Cryptost Premium, qui vient d'être nommé Cryptost Premium d'ailleurs, au sein duquel vous pouvez retrouver des analystes tels que le fameux Vincent Gann, prof chaîne moi-même, Will, Koban,
Et toute l'équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans votre apprentissage et de répondre à toutes vos questions avec une veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que ce tableau de bord sur Glassnode est disponible via les liens en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à la prochaine. Ciao, ciao!